l'atmosphère. Les perpétuels transferts d'énergie entre les pôles et l'équateur sont à l'origine de notre climat. De la chaleur et de l'humidité des forêts tropicales le long de l'équateur, aux étendues gelées des calottes glaciaires à l'autre bout du monde. Plus de 6 milliards de kilomètres cubes d'air et plus de 13 milliards et demi de milliards de litres d'eau sont chauffés pour créer notre climat. Le climat n'est pas une suite incohérente d'événements isolés. C'est une machine complexe, faite de rouages gigantesques entraînant des engrenages plus petits. Les rouages géants responsables du climat dans les zones tempérées sont les courants jets. Les courants jets développent des forces qui figurent parmi les plus puissantes de notre planète, plus puissantes qu'un ouragan. La présence des courants jets engendre fréquemment tout un alignement d'orages et d'éclairs. Vus de l'espace, ces nuages matérialisent la présence d'un courant jet. Celui-ci se présente sous la forme d'un tube très étroit à haute altitude, à l'intérieur duquel l'air se déplace à grande vitesse. Le premier courant jet fut découvert pendant la Seconde Guerre mondiale par les Japonais qui en firent leur arme secrète. Pendant les derniers mois de la guerre, ils lancèrent 9000 ballons transportant des bombes dans ce courant d'air à 10 km au-dessus de l'océan Pacifique. Ils furent poussés vers l'Est, vers les États-Unis, à une vitesse de 480 km/h. Des rapports indiquent que les ballons ont été lâchés au Japon, probablement dans la région de Nagoya. À une altitude de 9000 mètres, il faut environ 4 jours pour traverser l'océan pendant les mois d'hiver, quand la vitesse des vents est la plus forte. Si les ballons perdaient de l'altitude, ils lâchaient automatiquement des sacs de sable, ce qui leur garantissait une altitude stable de 9000 mètres afin qu'ils se maintiennent à l'intérieur du courant jet. Environ 1 millier de ces ballons, porteurs de bombes, atteignirent les États-Unis. Heureusement, ils ne firent pas plus de 6 victimes. Quelques semaines plus tard, les Américains furent à nouveau confrontés au courant jet. Un vent puissant obligea les bombardiers qui se dirigeaient vers Tokyo à faire demi-tour. Quatre courants jets encerclent la Terre d'ouest en est, et ils avaient dû faire face à celui qui est situé le plus au nord, le courant jet polaire. Le courant jet polaire a une influence sur le climat de tout notre hémisphère. Les avions modernes veillent à ne pas se trouver face au courant jet quand ils se dirigent vers l'ouest. Mais à l'inverse, quand ils vont vers l'est, ils s'efforcent d'en profiter pour augmenter leur vitesse. Aujourd'hui, les ballons lâchés dans le courant jet polaire ont une mission pacifique. Ils mesurent la vitesse du vent et déterminent la position du courant jet. Car en dessous du courant jet se développent d'énormes orages. Ces orages apparaissent parce que la vitesse du vent n'est pas uniforme. Quand le courant jet tourne vers le nord, le vent accélère brusquement en créant un appel d'air en surface. Au niveau de la mer, cela provoque de violents coups de vent quand l'air est aspiré vers l'altitude.
Déviés par la rotation de la Terre, les vents ne soufflent pas en ligne droite. Voici la naissance d'une tempête liée à une basse pression. C'est ainsi que se forment toutes les dépressions. Le courant jet qui entraîne la dépression détermine l'endroit où la tempête va se déclencher. Une telle tempête s'est abattue sur l'Angleterre en octobre 1987. Des vents de la force d'un ouragan ont déraciné 19 millions d'arbres, causant plus de 7,6 milliards de francs de dégâts et tuant 19 personnes. La violence de la tempête était causée par un courant jet particulièrement puissant. Il s'accompagnait d'une dépression extrêmement violente au beau milieu de l'Atlantique. C'était la pire tempête que connut l'Angleterre depuis 250 ans. Le courant jet ressemble à une rivière. Quand il est fort, il coule vite et tout droit. Mais quand il est faible, il fait des méandres. Cette course en lacet peut entraîner d'importants changements dans le climat. Des masses d'air froid descendent de l'Arctique et des masses d'air chaud remontent des tropiques. Ces mouvements des masses d'air peuvent provoquer de grandes variations de temps. Il fait très chaud à Moscou, il gèle à Rome et le beau temps remonte jusqu'en Islande. Ils peuvent aussi créer une zone de haute pression qui bloque le passage du courant jet et l'oblige à la contourner. Les zones de haute pression correspondent à des zones où l'air est descendant. Elles apportent un temps sec et stable. Quand une zone de haute pression s'installe, le temps peut rester inchangé pendant des mois. C'est une zone de haute pression comme celle-ci qui a entraîné la grande sécheresse de 1988 aux États-Unis. La sécheresse a frappé les 2/5 du pays. Les récoltes perdues s'élevèrent à plusieurs milliards de dollars et le Mississippi, le 6e des plus grands fleuves du monde, fut réduit à un ruisseau. Mais le courant jet n'est qu'un des engrenages de notre vaste machine météorologique. Une machine qui ne peut fonctionner que sous certaines conditions. Et avant tout, il lui faut une planète. Pour jouir d'un climat confortable, une planète doit se trouver au bon endroit, assez proche d'une étoile pour s'y réchauffer, mais pas trop près, sinon tout ce qui se trouve à la surface de la planète serait brûlé. Il faut aussi que la planète tourne, afin que la chaleur se répartisse sur toute sa surface et pas seulement d'un côté. Et elle doit être assez lourde pour retenir l'atmosphère. Notre Lune, par exemple, est trop légère. La gravité ne serait pas suffisante pour que l'air se maintienne à proximité de la surface. Il se dissiperait dans l'espace. Mais avant tout, la planète doit créer sa propre atmosphère. Des milliards de tonnes d'eau et de gaz font éruption des profondeurs de la planète pour créer l'air qui est essentiel à la vie. C'est ainsi que naît une machine météorologique. Filmé depuis la navette spatiale, le Soleil se couche à travers l'atmosphère de la Terre. L'atmosphère est le bouclier qui nous protège du froid glacial de l'espace. Elle est pourtant incroyablement mince. La couche la plus basse de l'atmosphère, la troposphère, mesure environ 12 km d'épaisseur. Et c'est à l'intérieur de cette couche que se développent tous les phénomènes météorologiques. Toute cette activité tire son énergie d'une source située à 148 millions de kilomètres, le Soleil. La température, au centre de cette fournaise nucléaire, atteint 15 millions de degrés.
d'immenses arcs de gaz s'élèvent à plus de 450 000 km de sa surface. Son énergie traverse l'espace pour réchauffer la Terre. Mais il ne chauffe pas notre planète uniformément. Les rayons du Soleil atteignent les régions polaires obliquement. La chaleur qu'ils transportent est distribuée sur une surface bien plus grande qu'à l'équateur. Résultat, ces régions sont toujours froides. De plus, la Terre est inclinée. Quand son axe d'inclinaison l'éloigne du Soleil, il fait plus froid, c'est l'hiver. Sans cette inclinaison, le climat serait le même tout au long de l'année. C'est ce phénomène qui engendre les saisons. Pourtant, à l'équateur, c'est toujours l'été. Frappée directement par les rayons du Soleil, la Terre se réchauffe rapidement, faisant s'évaporer l'eau à la surface et réchauffant l'air. L'air chaud est plus léger que l'air froid, et donc il s'élève. En s'élevant, il emporte de la vapeur d'eau. En altitude, l'air se refroidit et la vapeur d'eau se condense pour former des nuages. Il en résulte une averse quotidienne chaque après-midi. C'est pour cela que la forêt équatoriale est célèbre pour son humidité. C'est aussi à l'équateur que se forment deux énormes boucles d'air qui influencent le temps dans toutes les régions des tropiques. Au-dessus de la forêt, l'air continue à s'élever. Quand il arrive au sommet de la troposphère, l'ascension de cet air chaud est bloquée. Il se scinde en deux branches, l'une se dirige vers le nord, l'autre vers le sud. Puis, l'air retombe vers la Terre, il est comprimé, il se réchauffe et il devient alors plus sec. Cet air chaud et sec est responsable de la formation des grands déserts de la Terre. Voici le Sahara en Afrique. Le désert de Gobi en Asie, le désert de Mojave en Amérique et le grand désert australien ont tous été créés par cet air descendant. Il est également responsable des records de chaleur sur la Terre. En septembre 1922, à Al-Azizia en Libye, la température a atteint le chiffre record de 58 degrés à l'ombre. Presque tous les déserts du monde s'étendent sur des régions surmontées par de l'air descendant, à 30 degrés au nord et au sud de l'équateur. En mer, cet air descendant crée une zone de climat chaud et calme où aucun vent ne souffle. Les marins ont baptisé cette région les latitudes du cheval, un nom aux origines sinistres. À l'époque des grands voiliers, les bateaux qui transportaient des chevaux vers le Nouveau Monde se retrouvaient souvent immobilisés sur une mer d'huile, sans un souffle de vent et sous un soleil de plomb. Quand l'eau potable venait à manquer, les marins jetaient les chevaux à la mer pour faire durer leurs réserves de ce précieux liquide. Pendant les semaines qui suivaient, les navires qui traversaient cette région voguaient sur une mer couverte de carcasses de chevaux. Quand l'air en provenance de l'équateur arrive à ces latitudes, il boucle la boucle et remonte vers l'équateur. Au début, les vents qui reviennent sont faibles, mais quand l'air arrive à l'équateur, il s'élève à nouveau et le vent se renforce.
Ici soufflent les alizés, les alliés des marins. Ce sont des vents réguliers que les voiliers utilisaient pour traverser les océans. Aujourd'hui, des voiliers modernes les utilisent pour disputer des régates qui traversent les océans. Les alizés ne soufflent pas directement vers l'équateur. Ils sont déviés par la rotation de la Terre sur son axe. Les alizés de notre hémisphère soufflent donc vers le sud-ouest. Ces vents ont poussé Christophe Colomb en direction de l'Amérique, de l'autre côté de l'Atlantique. Les alizés forment deux boucles d'air géantes, des boucles d'air qui font le tour de la Terre. On les appelle les cellules de Hadley, du nom de George Hadley, un avocat anglais du XVIIIe siècle qui fut le premier à les décrire. George Hadley pensait que l'air ascendant au niveau de l'équateur redescendait au pôle, mais il avait tort. Chaque pôle de la Terre a sa propre cellule. L'air froid redescend au pôle, puis se dirige vers le sud où il se réchauffe et s'élève à nouveau pour former une cellule polaire. Au centre de chaque hémisphère, coincé entre la chaleur tropicale des cellules de Hadley et le froid glacial des cellules polaires, se trouvent les zones tempérées. Dans ces régions, le climat est censé être doux ou tempéré. Pourtant, les habitants d'Amérique du Nord ou d'Asie centrale savent bien que leur climat va d'un extrême à l'autre et n'a de tempéré que le nom. Ces régions du monde jouissent d'un temps très changeant. En observant le climat des zones tempérées, on voit que l'air chaud et l'air froid se livrent une bataille en permanence. Ce phénomène fut découvert pendant la Première Guerre mondiale. Pendant cette guerre, les informations météo sont devenues des secrets bien gardés que les pays ne partageaient plus avec leurs voisins. Les Norvégiens étaient neutres et ils ont mis sur pied leur propre système météorologique. Sous la direction de Wilhelm Bjerknes et de son fils Jacob, ils établirent tout un réseau de stations météo le long de la côte norvégienne. Très vite, ils ont remarqué que l'air qui arrivait sur le pays en provenance de l'Atlantique Nord ne se réchauffait pas progressivement. Au contraire, la masse d'air chaud arrivait d'un bloc comme une armée lancée en avant. Ils baptisèrent cette ligne d'air chaud un front, car ce phénomène leur rappelait les fronts des combats de la guerre en Europe. Aujourd'hui, les météorologues tracent toujours ces fronts d'allure militaire sur leur carte météo. Ce sont des outils indispensables pour prévoir la pluie. L'air chaud qui progresse escalade la masse d'air froid. En s'élevant, il se refroidit. La vapeur d'eau qu'il contient se condense et donne naissance à des nuages qui produisent une pluie fine. Ensuite, arrive un phénomène beaucoup plus violent, un front froid. Une masse d'air froid s'avance et se glisse sous l'air chaud. Celui-ci est rejeté, projeté en altitude, suffisamment haut pour que se forment d'impressionnants nuages orageux capables de déclencher des tornades. Notre machine météorologique n'est pas toujours aussi violente. Il lui arrive même d'adopter un rythme plus calme et plus digne. C'est le cas des interactions de la mer et de la terre. La terre se réchauffe et se refroidit très vite. Donc, les grosses masses de terre intérieure subissent souvent des températures extrêmes.
C'est ce que l'on appelle un climat continental. Un climat continental est caractérisé par de fortes chaleurs en été et un froid glacial en hiver. L'Antarctique est le continent le plus froid. C'est ici que les plus basses températures ont été enregistrées. En août 1960, à Vostok, au centre du continent gelé, le thermomètre est descendu jusqu'à moins 88 degrés. À cette température, si on touche du métal avec des mains nues, la peau reste collée dessus. Les océans protègent les côtes de ces extrêmes. Elles bénéficient d'un climat maritime. L'eau se réchauffe plus lentement que la terre, et donc les vents marins rafraîchissent la terre en été. Pendant l'hiver, la chaleur emmagasinée dans la mer est lentement libérée. Comme un radiateur, la mer réchauffe les régions côtières. Les mers et les océans couvrent près des 3/4 de notre monde et influencent très fortement le climat. Ils sont à l'origine de presque toute l'humidité contenue dans l'air. Quand une masse d'air se déplace sur l'océan, elle absorbe de la vapeur d'eau. Quand cette masse d'air atteint la Terre, elle apporte la pluie. Chaque région du monde a son propre climat local. Les villes peuvent créer leur propre microclimat, et New York en est un bon exemple. Chaque année, l'île de Manhattan émet une énergie de plus de 2,5 milliards de kilowatts par heure et par kilomètre carré. C'est environ la moitié de l'énergie du soleil qui brille sur la ville. Comme si les New-Yorkais vivaient sous un soleil et demi. Cette chaleur provient des appareils d'air conditionné, de la circulation, des fuites de vapeur sous les rues de la ville. Le béton d'une ville absorbe plus de chaleur que l'herbe et les arbres de la campagne. Les immeubles absorbent tellement de chaleur pendant la journée qu'ils en émettent encore pendant la nuit. Donc, le soir, en été, la température à Manhattan peut être supérieure de 5 degrés à celle de la campagne alentour. C'est l'effet d'îlot de chaleur urbain. New York génère même son propre vent. Quand l'air chaud s'élève au-dessus de la ville, il est immédiatement remplacé par de l'air en provenance des quartiers périphériques. Les microclimats n'existent pas seulement en ville. On en trouve dans toutes les régions du monde. À leur manière, ils influencent la masse d'air toujours en mouvement, responsable de notre climat. Ils sont les plus petits rouages de notre machine météorologique, une machine si complexe et si magnifique qu'on ne comprendra probablement jamais parfaitement son fonctionnement. Une machine si puissante qu'elle détermine le climat de notre planète tout entière.